Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, un élégant service à thé cache une vérité effrayante, une tasse de thé qui ne s'est jamais vidée et un secret qui a refusé de s'estomper. Que feriez-vous si la politesse elle-même devenait une arme du crime? Versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. Les premières gouttes de pluie s'abattirent sur les banderoles, juste au moment où Madame Harrowby soulevait la théière. On aurait dit des applaudissements polis, trop faibles pour couvrir les murmures des dames de la paroisse qui se félicitent d'un autre thé de charité impeccable. La salle paroissiale rayonnait d'une bienveillance domestique qui rendait le péché impossible, vase de chrysanthèmes, scones refroidissant sur des napperons au crochet et le léger sifflement de l'harmonium de la porte voisine. Pourtant, Miss Marple, assise légèrement à l'écart sous le portrait de l'ancien vicaire, avait déjà remarqué la particularité de la tasse à thé. Elle appartenait au service du presbytère, une porcelaine blanche bordée de feuilles d'or, et elle avait été placée devant la chaise réservée à Madame Gwendoline Price Ridley, cette veuve redoutable dont l'autorité morale s'étendait du cœur à la balance du marchand de légumes. La tasse n'était jamais vidée. Chaque fois que Madame Price Ridley la soulevait, elle en buvait une gorgée délicatement et la reposait, pleine à ras-bord. Miss Marple avait pour habitude d'observer de telles incohérences mineures, de celles qui faisaient se demander si l'on craignait une tache sur la nappe ou quelque chose de plus profond. La pluie redoubla. Madame Harrowby, ivre de son double fardeau d'hôtesse et de vertu, annonça que la tombola pour les bougies missionnaires devait commencer. Un enfant tira le numéro gagnant de la boîte à biscuits. Ce numéro appartenait, comme le destin et les rumeurs l'avaient voulu, à Madame Price Ridley elle-même. Elle se leva au milieu de soupirs bienveillants, accepta le paquet de bougies blanches enveloppées d'un ruban bleu et se tourna pour remercier tout le monde de sa voix puissante et tremblante. Puis elle se rassit, la main sur l'anse de la tasse. L'harmonium vacilla. Un léger cliquetis se fit entendre, à moitié masqué par les applaudissements, le bruit du sol en porcelaine de la réunion. La soucoupe de Madame Price Ridley glissa sur le côté et un léger filet de liquide brun coula sur la nappe. Elle resta un instant debout, l'air surpris plutôt que peiné. Puis elle inclina la tête, comme en signe de modeste gratitude, et elle se laissa tomber doucement sur ses genoux. Madame Harrowby a crié « L'horloge de l'église a sonné 3 heures !» Pendant quelques instants, personne ne bougea. Puis le vicaire, pâle et en sueur, marmonna quelque chose à propos de l'air trop dense. Le curé alla chercher de l'eau, mais personne ne suggéra du thé. Ce fut Miss Marple qui tendit discrètement la main et toucha le poignet de la femme affalée. Ses doigts lui révélèrent ce que les autres craignaient de penser. « Appelez le docteur Haydock », dit-elle doucement. « Immédiatement !» Le médecin du village arriva 10 minutes plus tard, sentant le cheval et la pluie. Il se pencha sur le corps, accomplit les rituels habituels de l'examen et se redressa, l'air plus grave que surpris. « Le cœur, peut-être, » dit-il. Mais soudain, mieux vaut ne pas alarmer tout le monde. Mais l'inquiétude s'était déjà emparée de la foule, une sorte de bruissement et de murmure parmi les chapeaux. Mourir dans un cimetière était indécent. On en parlerait pendant des décennies, sur un ton à la fois indigné et ravi. Quelqu'un recouvre le corps d'un châle? Madame Harrowby sanglota, pensant que c'était sans doute l'excitation d'avoir gagné à la tombola. Le vicaire murmura une prière improvisée. Mademoiselle Marple, cependant, continua de contempler la tasse de thé. Il reposait sur le côté, le bord doré intact,
la poignée intacte. Seul le contenu avait été endommagé. Une légère odeur âcre, chimique, insolite, s'élevait au-dessus des senteurs mêlées de génoises et de chrysanthèmes humides. Lorsque le gendarme arriva de Mutchbenham, troublé et s'excusant, il trouva Miss Marple toujours assise à la table. Elle leva les yeux avec ce vague air courtois qui trompait tant d'hommes. « Je crois, dit-elle doucement, que vous souhaiterez garder cette tasse complètement intacte. » L'agent cligna des yeux. « Vous voulez dire que c'est une preuve, mademoiselle ?» Elle croisa les mains. « Peut-être. Ou peut-être simplement un témoin, quelqu'un qui ne ment jamais, ce qui est plus qu'on ne peut en dire pour les gens. » Le docteur Haydock fronça les sourcils. « Allons, Jane, ne commençons pas à raconter vos histoires. » La pauvre femme avait le cœur fragile. « Oui, » dit Miss Marple d'une voix faible. « J'ai souvent entendu parler de femmes fortes. Le corps est transporté à la sacristie en attendant les pompes funèbres. Dehors, la pluie avait cessé, laissant l'air lavé et doux, comme si le monde s'était repenti de son moment de cruauté. Les dames se dispersèrent par deux, chuchotant des conjectures, avant d'atteindre le portail. Le soir, chaque cottage de St. Mary Mead savait que Madame Price Ridley était morte au thé de l'église, qu'elle avait l'air bizarre auparavant, et que le cup Hersa, propre tasse, rappelez-vous que Madame Harrowby l'avait remplie du deuxième pot, et non du premier. Ce détail, tel un levain, allait faire naître les rumeurs du jour au lendemain. Au presbytère, Miss Marple était assise près du feu, tricotant quelque chose qui pourrait un jour devenir un châle pour bébé. Ses aiguilles claquaient doucement, ponctuant ses pensées. Elle se remémore les manières prudentes de Madame Price Ridley, son regard fixé non pas vers le ciel, mais vers la table où se tenait le mari de Madame Harrowby, l'air coupable de simple ennui peut-être, mais très salissant quand la veuve s'adressa à lui. Il y avait eu une remarque plus tôt concernant une banalité concernant les fonds paroissiaux, vite étouffés. Les gens se révélaient souvent dans de telles petites collisions. Le chat de Miss Marple s'agita sur le tapis du foyer. La vieille dame se sert une tasse de thé, regarde la vapeur s'élever et sourit sans rire. Après tout, une tasse de thé peut contenir n'importe quoi de réconfort, de tromperie ou de mort elle-même. Elle repensa à l'odeur d'amande amère, faible mais caractéristique, et aux mains tremblantes de Madame Harrowby tandis qu'elle versait. Le motif commença à lui apparaître, non comme une image, mais comme un rythme, une cadence morale qu'elle avait déjà entendue dans les affaires humaines. Dehors, la cloche du portail sonna. Le docteur Haydock entra, époussetant les gouttes de pluie de son manteau. « Je savais que je te trouverais en train de réfléchir, » dit-il. « J'ai envoyé la coupe pour qu'elle soit testée, même si, entre nous, ce n'est probablement rien. Pourtant, ces choses-là font du bruit. »« Oui, » dit Miss Marple. « Remuer peut être utile. Cela fait remonter à la surface ce qui s'est déposé au fond. » Il lui lança un regard mi-irrité, mi-attendri. « Tu es convaincu qu'il y a de la malice là-dedans. »« Mon cher docteur, » murmura-t-elle, « il y a du mal dans tout ce qui touche à la nature humaine. » Lorsqu'il partit, la ruelle était à nouveau embrumée. Miss Marple tira les rideaux, mais laissa une étroite ouverture à travers laquelle elle pouvait apercevoir les lampes de la voiture qui s'éloignaient, et, au-delà, une silhouette solitaire qui s'attardait près du mur du cimetière, trop immobile pour paraître désinvolte. Elle le regarda disparaître dans les arbres. Puis, elle retourna à sa chaise, son tricot oublié. La tasse de thé sur sa table était froide, mais elle ne parvenait pas à la vider.
L'horloge résonnait avec un calme tranquille, comme si le temps lui-même approuvait le retour à l'ordre du village. Mais à St. Mary Mead, l'ordre n'était qu'une pause entre les révélations. La brume s'était épaissie en un léger voile argenté lorsque la cloche de l'église sonna à nouveau, cette fois pour les vêpres. Miss Marple observait les silhouettes floues des villageois traversant la verdure, leurs parapluies se refermant comme des pétales sombres pour la nuit. La nouvelle s'était répandue plus vite que n'importe quel sermon. La mort, surtout celle, distinguée, qui se produisait parmi les tasses en porcelaine, se répandit dans St. Mary Mead avec la précision d'une horloge. Le lendemain matin, chaque foyer possédait sa version des faits, peaufinée et améliorée. Madame Bantry affirme que Madame Price Ridley avait l'air affreuse depuis des semaines. Mademoiselle Hartnell affirmait avoir prédit quelque chose d'effroyable depuis l'affaire du salaire du jardinier, et Madame Harrowby, pâle et provocatrice, maintenait que le thé avait été parfaitement ordinaire jusqu'à cette terrible histoire de tombola. Chez l'épicier, la spéculation se mesurait à l'once. À la poste, on la tirait avec les lettres et les factures. Même la femme du pasteur, habituellement insensible au ragot, fut surprise à remarquer que le Seigneur œuvre de manière mystérieuse, parfois par l'intermédiaire d'instruments peu dignes. Miss Marple, comme à son habitude, ne contribue ni ne contredit. Elle la écouta. Elle sourit faiblement lorsque la conversation devenait trop animée. Et derrière son regard doux, le motif commença à se dessiner, mais aucune n'était encore achevée. Le docteur Haydock la rappela, par habitude, par curiosité. Il la trouva en train de tailler des géraniums fanés devant le cottage, le visage caché sous le bord pâle de son chapeau de jardinier. Il s'éclaircit la gorge. Le rapport du laboratoire prendra un jour ou deux. Mieux vaut ne pas faire jaser. « Mon cher docteur, dit-elle doucement, les langues n'ont pas besoin d'être fixées. Elles s'agitent de façon tout à fait autonome. » Il eut un petit rire. Peut-être qu'après, ils finiront par s'épuiser. « Au contraire, répondit Miss Marple en soulevant une feuille brunie. Ils iront plus vite dès que le silence deviendra gênant. Le médecin soupira. « Vous pensez que ce n'était pas une cause naturelle ? » « Je pense, dit-elle, que les gens meurent rarement poliment au milieu d'une tombola gagnante. Cela manque de décorum. » Il rit malgré lui, mais son regard s'adoucit. On voit toujours le sinistre dans le domicile, tout simplement parce que le domestique le cache très bien. Tandis qu'il s'éloignait dans l'allée, Miss Marple le surveillait et songeait que même les hommes bienveillants préféraient l'ignorance à l'inconfort. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité entrait rarement dans une pièce sans que quelqu'un lui tienne la porte ouverte. À midi, elle se rend au cimetière, soi-disant pour apporter des fleurs sur la tombe du défunt vicaire. De là, elle pouvait observer le chemin menant à la sacristie, où reposait encore le corps de Madame Price Ridley, avant l'arrivée des pompes funèbres. L'agent se tenait maladroitement près de la porte, s'efforçant d'avoir l'air officiel, tandis que ses bottes s'enfonçaient dans la terre humide. Deux silhouettes le rejoignirent de bientôt, Madame Harrowby et son mari. Leur conversation était feutrée, mais leurs gestes étaient perceptibles. Les mains de Madame Harrowby s'agitaient comme de petits oiseaux inquiets. Son mari jetait des regards incessants vers le porche de l'église, comme s'il souhaitait être ailleurs. Lorsqu'ils partirent enfin, elle remarqua l'expression du gendarme, un mélange de pitié et de suspicion, le genre de celles qui précèdent de souvent les suppositions malheureuses.
Miss Marple rentra chez elle par le long chemin, s'arrêtant chez le marchand de légumes, où Madame Bantry transmettait énergiquement sa théorie à tous ceux qui se trouvaient à portée de l'étalage de choux. C'est évident, déclara Madame Bantry en baissant la voix théâtralement. La pauvre femme était affligée. Elle s'était disputée avec sa femme de chambre, que tout le monde connaît. Un cœur faible et un accès de colère, c'est tout. On adore faire des bêtises. Miss Marple sourit poliment et achète des pommes. Oui, murmura-t-elle, les bêtises prospèrent plutôt par temps humide. En fin d'après-midi, le village avait un héros et un méchant. Madame Harrowby était prise en pitié pour sa proximité avec la tragédie, tandis que son mari, par simple inquiétude, était devenu l'objet de rumeurs. On disait qu'il avait autrefois admiré Madame Price Ridley trop ouvertement, et qu'elle, une femme pauvre, avait mal compris ses intentions. À St. Mary Mead, une telle arithmétique morale se passait de preuves. Miss Marple reçut 2 visiteurs ce soir-là, d'abord la femme du vicaire, en quête de réconfort, puis Madame Hartnell, en quête de certitude. Elle ne leur apporta ni l'un ni l'autre. Elle servit du thé, écouta, et, au-delà de leurs paroles, chercha le frisson d'anxiété qui les sous-tendait. Ce n'était pas le chagrin qui les perturbait, mais l'exposition. Une mort subite avait transformé toute politesse en miroir, et personne n'aimait ce qu'il voyait. Une fois partie, elle rangea elle-même les tasses. Elle remarqua que l'une d'elles était légèrement bordée de rouge à lèvres de Madame Hartnell, bien que cette femme se targuât de ne jamais se maquiller comme les femmes modernes. Miss Marple sourit faiblement à cela. La respectabilité, pensait-elle, n'était souvent qu'un mince déguisement. À la tombée de la nuit, elle tira ses rideaux à moitié et s'assit près de la fenêtre. De l'autre côté de la verdure, les lampes vacillaient dans la maison des Harrowby. Leurs silhouettes s'agitaient nerveusement derrière la dentelle. Une dispute, peut-être, ou le simple élan d'un excès de sympathie. Elle n'en savait rien encore. Mais elle sentait, avec cette intuition subtile qui l'avait servi pendant des années d'observation humaine, que la culpabilité, réelle ou imaginaire, s'était infiltrée dans cette maison comme un courant d'air par une porte entr'ouverte. Un bruit à sa propre porte la fit sursauter. L'agent se tenait là, chapeau à la main, l'air à la fois désolé et impatient. « Pardon, mademoiselle, » commença-t-il. « Le docteur a pensé que vous aimeriez savoir que les pharmaciens avaient prévenu. Ils ont effectivement trouvé des traces dans le gobelet. » Miss Marple soutint son regard fixement. « Des traces de quoi, ma chère ?»« Du cyanure, » dit-il presque à voix basse. « Mais pas beaucoup. Suffisant. » Un léger frémissement de vent souleva le voilage à côté d'elle, comme si la maison elle-même avait soupiré. Elle le remercia, le congédia avec un avertissement, pas un murmure pour l'instant, s'il vous plaît, et attendit que ses pas s'estompent. Puis elle resta assise, parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux. Le village ne dormait pas cette nuit-là, et au matin, les ragots se transformaient en accusations. La tasse de thé qui ne s'était jamais vidée avait maintenant débordé. Cette nuit-là, le sommeil s'échappa de St. Mary Mead. Les rideaux tremblaient, les horloges tic-tac plus fort que d'habitude, et plus d'une maisonnée préparait du thé qu'elle ne buvait pas. Miss Marple, cependant, restait éveillée pour une autre raison. Elle avait déjà vu la culpabilité se glisser non pas sur le visage des méchants, mais sur celui des effrayés. À l'aube, elle avait rangé ses pensées avec la même exactitude que son plateau de petit déjeuner.
À 8 heures précises, l'inspecteur Cray de Melchester arrive. Il était grand, avec l'expression patiente d'un homme depuis longtemps résigné aux embellissements des villageois. L'agent le conduisit d'abord jusqu'à la porte de Miss Marple, la croyant à la fois inoffensive et serviable. Elle les accueillit avec une politesse discrète, une bouilloire déjà en train de chanter. Je comprends, mademoiselle, commença l'inspecteur en ôtant son chapeau. Étiez-vous présente lorsque madame Bryce Ridley est décédée? Oui, répondit-elle en posant la théière. Un événement bien malheureux, mais pas totalement inattendu pour quelqu'un qui connaît la nature humaine depuis aussi longtemps que moi. Il esquissa un léger sourire. Je crains d'être plus familier avec les procédures qu'avec la nature. Le docteur Haydock m'a dit qu'il y avait des traces de poison. Il faudra considérer cela comme suspect. Tout à fait, dit Miss Marple. La suspicion, comme la maladie, doit être détectée tôt, sinon elle se propage sans contrôle. Le stylo de craie flottait au-dessus de son carnet. Aviez-vous remarqué quelque chose d'étrange auparavant? Ce qu'on remarque toujours dans ce genre de réunion, dit-elle avec douceur. Trop de sucre dans le thé et pas assez de gentillesse dans les conversations. L'agent de police s'agita, mal à l'aise. Miss Marple servit du thé à tous, observant l'inspecteur remuer ses tasses, lentement et méthodiquement, révélant plus son tempérament que son goût. Il s'enquit de madame Harrowby, de son mari, de qui avait servi quel pot. Miss Marple répondit avec une précision douce, nommant chaque dame comme si elle décrivait les roses de son jardin, chacune avec des épines qui lui convenaient. Madame Harrowby, par exemple, tremble en versant, non pas par nervosité, mais par désir de plaire. On le voit chez ceux qui ont passé leur vie à s'excuser d'exister. Cray leva les yeux. Et son mari? Un homme gentil, dit-elle doucement, qui trouve peut-être la gentillesse pénible. Il a griffonné une note. Y avait-il une raison de penser que madame Price Ridley était détestée? Oh là là, dit Miss Marple avec un léger sourire. Dans les villages, l'aversion est rarement aussi marquée. On appelle cela simplement l'exigence. L'inspecteur la remercia, mais il partit avec le sentiment qu'elle lui avait donné plus qu'il ne comprenait. Dès leur départ, le regard de Miss Marple se porta vers la fenêtre. De l'autre côté de la rue, les rideaux de madame Harrowby restaient tirés, malgré la clarté du jour. À midi, les rumeurs avaient laissé place à la certitude. La femme de chambre des Harrowby aurait avoué avoir entendu des éclats de voix ce matin-là. Quelqu'un jura avoir vu M. Harrowby brûler des papiers dans le jardin. Un autre déclara que Mme Price Ridley s'apprêtait à révéler une irrégularité concernant les fonds de l'Église. C'était extraordinaire à quel point tout le monde savait, une fois que personne ne pouvait les contredire. L'inspecteur Cray, las des conjectures, convoqua les deux Harrowby au presbytère pour les interroger. Miss Marple, sous le prétexte poli d'apporter des fleurs, arriva juste au moment où le couple était introduit. La pâleur de madame Harrowby était maintenant d'un blanc crayeux, ses mains tordant un mouchoir jusqu'à en effilocher la dentelle. Son mari paraissait épuisé et irritable, l'expression d'un homme injustement transformé en personnage dans une pièce de théâtre. Cray commença, doucement. « Vous avez servi le thé, madame Harrowby? »« Je l'ai fait, dit-elle. Pour tout le monde. Le deuxième pot était à moi. Le premier était presque fini. Est-ce que madame Price Ridley vous a dit quelque chose avant de boire? Elle hésita simplement parce qu'elle préférait son thé fort. Je lui ai proposé de lui en servir une autre tasse, mais elle m'a fait signe de ne pas le faire. Elle souriait, inspecteur. Un sourire parfait.
Son mari s'éclaircit la gorge. C'est monstrueux, tout ça. Gwendoline était mon amie, notre amie. On ne peut pas se douter de rien. Personne ne vous accuse, monsieur, interrompt calmement Cray. Mais si vous vous souvenez de quelque chose d'inhabituel, il n'y avait rien, rétorqua-t-il. Rien que cette satanée tombola. La voix douce de Miss Marple s'éleva du coin de l'œil. Ah oui, les bougies? Cray fronça les sourcils. Vous étiez là, Miss Marple? Avez-vous remarqué quelque chose chez eux? Elle a seulement dit qu'ils étaient attachés avec un ruban bleu et que Madame Price Ridley les manipule avec précaution, comme si elle craignait de tacher ses gants. Monsieur Harrowby lui lança un regard perçant. « Tu crois que c'est le colis? »« Oh, je ne pense rien, » dit Miss Marple. « Il ne faut pas croire trop tôt que cela perturbe les faits. » Le vicaire entra alors, se tordant les mains, et murmura que l'avocat de Madame Price Ridley était arrivé de Melchester à l'improviste. L'homme à la main étroite et au pince-sens confirma qu'elle avait récemment modifié son testament, bien que le nouveau document n'ait pas encore été signé. La principale bénéficiaire, curieusement, était Madame Harrowby, en remerciement de ses nombreuses années d'amitié. Le silence retombe dans la salle. La chaise de M. Harrowby craqua lorsqu'il se lève. « C'est absurde, » dit-il d'une voix rauque. « Ma femme ignorait tout du testament. » Cray les observait tous deux avec le détachement professionnel d'un homme qui a vu trop de visages coupables et trop peu d'innocents. « On vérifiera, bien sûr, » dit-il. « Mais cela éclaire les choses sous un autre jour. » Miss Marple posa sa tasse de thé. En effet, un mauvais éclairage révèle souvent la poussière. Dehors, les cloches se remirent à sonner, cette fois pour l'office du soir. L'inspecteur prit congé, promettant de revenir dès que le rapport du pharmacien serait arrivé. Les Harrowby partirent en silence, sans se toucher, traversant le cimetière. Miss Marple resta un moment encore près de la fenêtre. La bruine avait recommencé à tomber, brouillant les pierres tombales en taches pâles. Elle pensa à la tasse de thé de Madame Price Ridley, intacte, brillante, jamais vidée, et à la façon dont la respectabilité cachait souvent ses poisons sous des feuilles d'or. Le village parlerait désormais de volonté plutôt que de cœur, de jalousie plutôt que de hasard. Mais Miss Marple, écoutant le clapotis régulier de la pluie, soupçonnait que ce qui avait tué Madame Price Ridley n'était pas seulement la cupidité. C'était quelque chose de plus discret, d'ancien et d'infiniment plus anglais, la terreur d'être vu pour ce que l'on est vraiment. La pluie s'était calmée et n'était plus qu'un brouillard lorsque Miss Marple atteignit le chemin, son ombrelle levée, bien que peu utile. L'air sentait vaguement le lierre humide et la fumée des cheminées, le parfum habituel de St. Mary Mead après le scandale. Pourtant, derrière les rideaux de dentelle, les stores tremblaient. Elle sentait des regards la scruter. C'était la forme la plus silencieuse d'hystérie du village, une curiosité collective déguisée en inquiétude chrétienne. À la porte des Harrowby, elle s'arrêta, feignant d'ajuster son gant. Des voix s'élevèrent de l'intérieur, celle d'un homme, tendues et cassantes, et celle d'une femme, basse mais suppliante. Elle poursuivit sa route, l'expression sereinement vague, mais ses pensées s'étaient accélérées. Les disputes après un deuil étaient rarement liées au chagrin. Elles relevaient de l'instinct de survie. En milieu de matinée, le village avait acquis la certitude que M. Harrowby était amoureux de Madame Price Ridley. L'histoire était construite avec élégance, sans aucune preuve. Mademoiselle Hartnell prétendait les avoir vus se promener ensemble un soir près du cimetière. Madame Bantry
se souvenait d'un regard peu propice à l'amitié. Même l'épicier hocha gravement la tête et affirma que M. Harrowby avait acheté ses cigarettes importées la semaine précédente, preuve, en quelque sorte, de son manque de moralité. L'inspecteur Cray, à son honneur, résista aux rumeurs plus longtemps que la plupart. Mais lorsqu'il rendit visite à Miss Marple cet après-midi-là, son ton était passé de la prudence procédurale à une conviction modérée. « Cela se passe souvent comme ça, » dit-il en posant soigneusement son chapeau sur la table. « L'homme respectable sous pression, l'argent, le mariage, la tentation, et puis quelque chose se casse. On voit ça partout, de la banque au conseil paroissial. » Miss Marple sert le thé avec la délicatesse d'un chirurgien. « Oui, » dit-elle doucement, « on voit des craquements, mais plus souvent de jugement que de conscience. » Cray se pencha. « Tu le crois innocent ? » ?»« Oh, je pense à beaucoup d'inspecteurs. Certaines sont contradictoires. La nature humaine aime la contradiction. Elle permet d'être méchant dans son confort. » Il sourit faiblement. « Nous n'avons rien trouvé de précis. Le poison aurait pu être introduit dans le pot ou dans la tasse. La servante jure que Madame Harrowby a manipulé les deux. Cependant, le mobile importe, et cette prétendue volonté. »« Oui, » murmura Miss Marple, « la gratitude exprimée par l'héritage peut être très ingrate envers les vivants. » Cray se leva. « On va le questionner à nouveau. Il est nerveux. »« C'est tout à son honneur, » dit-elle. « Les innocents sont rarement calmes. » Après son départ, elle resta près de la fenêtre, observant le ciel se dégager par petites touches. Le reflet de la tasse de thé à moitié pleine sur sa table, légèrement scintillante, attira son attention. Les apparences, pensa-t-elle, étaient trompeuses. Une tasse à moitié pleine pouvait suggérer l'optimisme ou la tromperie selon qui l'observait. Plus tard, dans l'après-midi, elle se dirigea vers le bureau de poste. Près du parc, elle rencontra Madame Harrowby, le chapeau de travers, le visage pâle comme du parchemin. La femme s'apprêtait à passer, puis hésita. « Miss Marple, » murmura-t-elle d'une voix tendue. « Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais c'est épouvantable. Harold est hors de lui. » Ils sont retournés à la maison pour s'enquérir des théières. Le regard de Miss Marple était bienveillant, mais scrutateur. Ce sont toujours les plus petits ustensiles qui causent les plus gros problèmes. Je me souviens d'une pince à sucre qui a failli ruiner un mariage. Madame Harrowby eut un rire tremblant, presque aux larmes. « C'est tellement injuste. On dit qu'il l'admirait, mais tout le monde admirait Madame Price Ridley. Elle était respectée. »« Respectée » répéta doucement Miss Marple. « Oui, c'est un de ces mots qui font trop de sens. Il signifie souvent craint poliment. Dites-moi, ma chère, était-elle gentille ?» Les lèvres de Madame Harrowby s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Gentille » murmura-t-elle. « À sa manière, je suppose. C'est généralement la pire façon de procéder, » dit Miss Marple. « Et vous ? Vous attelez déjà du mal, Madame Harrowby ?» La jeune femme parut surprise, puis presque soulagée, comme si la question avait brisé un long silence. Elle pouvait être cruelle sans le vouloir. Elle disait que je n'avais jamais appris à être utile, que je devrais être reconnaissante envers mon mari pour sa patience. Oh, je me détestais de m'en soucier, mais elle pouvait me faire sentir si petite. Miss Marple lui toucha doucement le bras. Les petits voient souvent des choses que les grands négligent. Souvenez-vous-en. Elles se séparèrent avec la politesse discrète de femmes qui avaient de partager un secret. Miss Marple se dirigea vers le cimetière, son esprit tissant des fils pour former des formes. L'envie, l'humiliation, l'orgueil blessé étaient des poisons plus anciens que le cyanure,
plus difficile à identifier. À la sacristie, elle rencontra le vicaire, les yeux rougis et soucieux des convenances. L'organisation des funérailles est incertaine, avoua-t-il. Ses proches souhaitent éviter toute nouvelle discussion publique jusqu'à la conclusion de l'enquête. « Tout à fait, » dit Miss Marple. Pourtant, les vivants ont besoin de discuter. Cela les empêche de réfléchir. En se retournant pour partir, elle remarqua la table où étaient exposés les prix de la tombola. Un léger ruban bleu y était encore accroché, humide de l'égouttement du toit. La couleur s'était intensifiée, là où l'eau touchait un simple peu de teinture qui s'infiltrait dans les grains. Pourtant, elle s'y attarda plus que de raison. Ce soir-là, l'inspecteur Cray revint avec une expression différente. « Nous avons emmené M. Harrowby pour l'interroger, » dit-il. « Pas encore d'accusation, mais les preuves sont là, le village est convaincu. » Miss Marple lui offrit une chaise. « Ah, oui. Et une fois le village convaincu, le reste n'est que formalité. » Il semblait mal à l'aise. Il est le seul à avoir un mobile apparent. Il en profite indirectement grâce à sa femme et à son comportement. C'était tout à fait humain, conclut-elle. Savez-vous, inspecteur, que quand on est innocent, on a l'air coupable, car on réalise à quel point l'innocence importe peu dès lors que le doute existe. Cray se frotta le front. « Tu penses qu'on a tort ?»« Je pense, dit-elle doucement, qu'il ne faut jamais confondre l'embarras avec le mal. » Après son départ, la nuit s'épaissit autour du cottage. Les lampes brûlaient faiblement, projetant leurs reflets sur les vitres, tels des yeux fantomatiques. Miss Marple était assise près du feu, son tricot une fois de plus oublié. Dehors, un renard aboya, jadis aigu, effrayé et seul. Elle pensa au tremblement de Madame Harrowby, à la réticence du médecin, à la certitude grandissante de l'inspecteur. Chacun, réalisait-elle, buvait à sa propre tasse de réconfort, essayant de ne pas voir ce qui se cachait au fond. Et quelque part parmi eux, quelqu'un avait veillé à ce qu'une tasse, au moins, ne soit jamais vidée. Le feu s'était éteint, ses braises pulsant faiblement lorsque Miss Marple se leva de sa chaise. Elle posa son tricot de côté, l'air de quelqu'un qui posa une question inachevée. Quelque part au loin, l'horloge d'une église sonna 10 heures. L'affaire Harrowby, comme on l'appelait désormais au village, commençait à prendre le vernis malsain de la certitude. Et pourtant, la certitude, songea Miss Marple, n'était souvent qu'ignorance endimanchée. Elle s'approcha de la table et prit la petite soucoupe qu'elle avait rapportée de la salle paroissiale, l'une des nombreuses que les dames avaient empruntées pour le thé. La feuille d'or brillait faiblement à la lumière de la lampe. Sous le bord se trouvait une fine tache sombre, presque invisible à moins de savoir où regarder. Elle la présenta à la lumière et remarqua que le vernis avait légèrement bouillonné à cet endroit. Chaleur ou réaction, se demanda-t-elle? Quelque chose l'avait touchée, ce qui n'aurait pas dû se produire. Un coup frappé la fit sursauter. C'était encore le docteur Haydock, sans chapeau, son manteau jeté sur les épaules. « Vous êtes encore éveillé, » dit-il en entrant sans attendre la permission. « Vous avez entendu dire qu'ils ont recueilli le pauvre Harrowby? C'est ridicule. Cet homme est surexcité. Il n'est pas coupable. » Miss Marple lui sert du thé sans commentaire. « Vous en êtes bien sûr, cher docteur. »« Aussi sûr de mon pouls que je le suis. Ce type n'est pas un empoisonneur. La plupart du temps, il se souvient à peine de son collier. L'oubli, dit-elle doucement, peut être très pratique. » Il fronça les sourcils. « Tu as encore ce regard, celui qui signifie que tu sais quelque chose que tu ne diras pas. »« Je sais seulement, répondit-elle,
que les gens versent du poison avec moins d'hésitation qu'ils versent du lait, pourvu qu'ils appellent cela la justice. Le docteur Haydock rit malgré lui, puis reprit ses esprits. Bon sang ou pas, le test confirmait la présence de cyanure. Suffisamment pour tuer instantanément. Ce n'était pas accidentel. Non, acquiesça Miss Marple. Mais rares sont les morts qui ne sont que les mobiles qu'elles prétendent être. Lorsqu'il est parti, elle resta quelques instants silencieuse, puis prit son manteau. Le village dormait, mais certaines vérités préféraient les heures calmes. Elle sortit dans la nuit, sa lampe projetant un petit cercle fermé sur le chemin. À la porte des Harrowby, l'agent de service commença. « Mademoiselle Marple, vous ne devriez pas être là. »« Mes roses n'attendent pas le matin, constable, » dit-elle, et elle sourit jusqu'à ce qu'il paraît incertain. Elle le dépassa doucement et suivit le chemin jusqu'à la porte de la cuisine, où une faible lumière brûlait encore. Madame Harrowby était là, assise à table, une tasse de thé intacte devant elle. « Je n'ai pas pu dormir, » murmura-t-elle, comme pour avouer. « Ils l'ont emmené. Ils ont dit qu'ils devaient le faire. Je leur ai dit qu'il était innocent, mais ils ont simplement acquiescé. » Miss Marple regarda la tasse, dont le bord tremblait légèrement dans les mains de la femme. « Vous avez eu une journée difficile. Puis-je » Sans attendre, elle souleva la théière et se versa une petite mesure. L'odeur monta, légèrement amère, presque médicinale. Pas du cyanure, non, mais quelque chose de curieux. « Votre thé a un goût inhabituel, Madame Harrowby. »« C'est le tonique que j'ajoute, » dit-elle. « Pour mes nerfs. Le docteur Haydock me l'a prescrit, même si Harold déteste l'odeur. Il dit que ça lui rappelle un gâteau aux amandes laissé trop longtemps. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son regard s'aiguisa. Quelle attention de sa part! Et vous en prenez souvent? Quand je sens la tension. Les doigts de Madame Harrowby se crispent sur la tasse. Il dit que ça me rend apathique. Peut-être. Je ne veux plus réfléchir. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée marqua le silence qui suivit. Puis Miss Marple posa sa tasse avec précaution. « Tu dois essayer de te reposer. À la lumière du jour, les choses paraissent différentes, mais pas toujours meilleures. » Dehors, elle respira profondément l'air froid. Amande, encore, toujours amande. Et maintenant, peut-être que derrière tout cela se cache quelque chose de plus subtil, le désespoir déguisé en gentillesse. Au matin, la rumeur s'était répandue que Madame Harrowby s'était évanouie pendant l'interrogatoire de son mari. L'inspecteur, de plus en plus irrité par le théâtre moral du village, s'adressa à Miss Marple pour obtenir des éclaircissements. « Ils me rendent fou, » dit-il. « Tout le monde est expert. Le testament, les disputes, les ragots, chaque histoire se contredit. Et pourtant, Miss Marple, je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'elle cache quelque chose. »« Elle l'est, » dit doucement Miss Marple, « mais pas comme tu le penses. » Il cligna des yeux. « Et ensuite ?»« La peur, inspecteur. Elle a peur de la mauvaise chose. C'est ce qui embrouille le reste de toi à confondre la peur avec la culpabilité. » Cray eut un rire las. « Vous auriez fait une excellente détective, Miss Marple. »« Mon cher, » dit-elle avec un léger amusement, « on ne fait pas de détective. C'est la vie qui fait ça. Elle vous donne des voisins, des clubs de bridge et des funérailles, des preuves qui vous dureront toute une vie. » Après son départ, elle examina à nouveau la soucoupe qu'elle avait trouvée. Quelque chose dans la tâche la troublait. Sa forme, peut-être, ou son emplacement précis. Elle sortit les autres plats empruntés de son placard et les aligna soigneusement. Un seul portait la marque.
Les autres étaient propres. Mais dans le reflet de la lampe, elle remarqua un léger cerne à l'intérieur, incurvable comme un résidu de thé, ressemblant plutôt à quelque chose qui aurait été versé et séché rapidement, laissant derrière lui un croissant fantomatique. Cet après-midi, là, la servante du presbytère lui apporta un mot. L'écriture était inégale, tachée. « Venez si vous le pouvez, je ne sais pas quoi faire. » Il n'était pas signé, mais l'écriture tremblante était indubitable. Miss Marple arriva et trouva Mrs. Harrowby qui faisait « les 100 pas, les yeux rouges. Ils disent des choses horribles, alte Stellen. Harold s'est disputé avec elle à propos d'argent, qu'elle est menacée de dénoncer la police. Je ne peux pas le supporter. Assieds, toi, ma chère, dit doucement Miss Marple. Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur. Il s'agit de rester dans la pièce avec la vérité. Madame Harrowby s'affala sur une chaise. Elle nous a ruinés, murmura-t-elle. Des années auparavant, avant la mort de son mari. Il avait promis à Harold du travail dans son entreprise, mais elle l'avait arrêté, prétextant que nous n'étions pas fiables. Nous n'avons rien eu pendant des mois. Harold ne le lui a jamais pardonné. Je vois, dit doucement Miss Marple. Et vous? J'ai essayé de pardonner, mais je n'ai pas pu oublier. Ses yeux se sont remplis. Tu ne penses pas, oh, tu ne peux pas croire. Je crois, dit Miss Marple, que le pardon et le poison ont beaucoup en commun. Tous deux agissent lentement, et un seul guérit. L'horloge sonna la demi-heure. À travers la fenêtre, le crépuscule se dessinait en plis, doux et trompeur. Miss Marple regarda la femme tremblante devant elle, la tasse de thé intacte et la faible trace d'humidité sur son bord. Le schéma des choses avait presque pris forme. En partant, elle s'arrêta près du portail. Sur le chemin de gravier gisait un ruban bleu, à moitié foulé, mouillé par la pluie et la terre. Il était tombé, peut-être d'un colis ou de la conscience de quelqu'un. Elle le souleva, sentit son poids humide dans sa paume et pensa à la couleur qui s'en était dégagée quelques jours auparavant. La respectabilité, décida-elle, saignait toujours un peu lorsque le temps tournait. Le ruban bleu reposait plié dans la main gantée de Miss Marple, tandis qu'elle retournait dans le chemin. Sa couleur, autrefois vive, s'était estompée en un gris bleu là, la nuance des secrets trop longtemps passés sous silence. L'air était lourd et lourd, quelque part au loin, un merle grondait depuis la haie, indigné par la lumière mourante. Miss Marple ne s'arrêta qu'une seule fois en rentrant, regardant vers la fenêtre des Harrowby, où les rideaux flottaient irrégulièrement, comme si la maison elle-même hésitait entre inspirer et expirer. Dans sa chaumière, elle déposa le ruban sur son bureau et en lissa le bord effiloché. Son regard s'attarda sur lui avec une tendresse qui n'appartient pas à l'objet, mais au souvenir qu'il évoquait. Elle avait déjà vu de tels rubans, des ornements de piété noués autour de quelque chose de moins innocent. Dans sa jeunesse, une villageoise en avait porté un pour cacher un bleu, affirmant que ce n'était qu'une marque de miroir. Miss Marple l'avait cru alors. Elle le fait rarement maintenant. Un coup frappé à sa porte interrompit sa réflexion. C'était l'inspecteur Cray, dont l'expression oscillait entre l'épuisement et les excuses. « Puis-je entrer, Miss Marple ?»« Il y a du nouveau. » Elle l'accompagne vers le feu. « Bien sûr, inspecteur. Je me demandais quand vous alliez arriver. » Il lui lança un regard noir. « On dirait qu'on s'attend toujours à de mauvaises nouvelles. »« J'attends simplement la nature humaine, » dit-elle, et elle déçoit rarement. Il était assis, frottant le bord de son chapeau. « Ils ont libéré Harrowby,
aucune preuve qu'il ait manipulé le poison directement. Mais sa femme a disparu. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Disparu? Quel inconvénient de sa part? J'ai laissé un mot, dit Cray en sortant une page froissée. Je ne supporte pas la honte. C'est tout? La bonne dit qu'elle a pris son vélo et une petite valise. Personne ne l'a vue depuis ce matin. Miss Marple regarda le feu quelques instants. Pauvre enfant. La culpabilité et la peur se ressemblent, inspecteur. Il suffit de savoir laquelle est laquelle. Ce n'est pas une enfant, murmura Cray. Si elle s'est enfuie, c'est qu'elle cache quelque chose. Oh, sans aucun doute, dit doucement Miss Marple. Mais peut-être pas ce que vous croyez. Cray fronça les sourcils. Vous aimez les énigmes, Miss Marple? Je les trouve instructifs. Après tout, la vie n'est qu'une énigme racontée trop lentement. Il soupira, puis se pencha. Nous avons trouvé autre chose, les bougies de la tombola. L'une d'elles était à moitié consumée. Elle sentait bizarrement l'amande. Ah, dit Miss Marple, le regard plus vif. Le symbolisme s'améliore. Les bougies, voyez-vous, brûlent en mémoire des morts, mais parfois elles nous rappellent les vivants. L'inspectrice semblait se demander si elle plaisantait. Était-ce la source du poison? C'est possible, mais plus probablement, murmura-t-elle, quelqu'un l'utilise pour masquer une odeur qu'il ne souhaitait pas remarquer. Il avait l'air perplexe. Je ne le comprends pas. Peu d'hommes le font quand il s'agit de thé, de ruban et de conscience. Après son départ, le silence retombe dans la maison. Miss Marple baissa la lampe et se tint près de la fenêtre. À travers le village, de petites lumières vacillent, laissant place à des lueurs chaleureuses et inoffensives derrière les rideaux tirés. La respectabilité s'installe pour le dîner. Elle se demande combien de ces pièces abritent une tromperie déguisée en devoir. Un léger bruit extérieur attira son attention sur le crissement des pneus sur le gravier. Elle s'approcha de la porte et l'ouvrit juste au moment où Madame Harrowby apparaissait, son manteau trempé, son chapeau mou sous la pluie. La femme paraissait fantomatique à la lumière de la lampe. « S'il te plaît, murmura-t-elle. Je ne savais pas où aller. »« Entrez, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Vous allez attraper la mort, et on en a assez ces derniers temps. » Madame Harrowby s'affala sur la chaise près du foyer, tremblante. « Ils croiront que je me suis enfui, mais je ne suis allé qu'à la rivière. J'ai pensé à tout arrêter, mais je n'ai pas pu. » Miss Marple lui sert une tasse de thé, ignorant l'ironie. « C'était très judicieux de votre part. Les morts n'ont aucune chance de s'expliquer. Les vivants, au moins, peuvent essayer. » Des larmes coulaient sur le visage de la jeune femme. « Je ne l'ai pas tué, Miss Marple, je le jure. »« Je vous crois, » dit Miss Marple, et la conviction dans sa voix donnait à ces mots un ton moins réconfortant que vrai. « Mais vous savez qui l'a fait. » Les yeux de Madame Harrowby s'écarquillèrent. « Franchement, je ne sais pas, comment pourrais-je » Miss Marple regarda ses mains tordre le bord d'un mouchoir jusqu'à ce qu'il se déchire. Parce qu'on a peur de quelqu'un, et la peur naît rarement dans la solitude. Dites-moi, qui d'autre a manipulé cette tasse de thé avant qu'elle n'atteigne Madame Price Ridley? La femme retint son souffle. Le docteur Haydock lui verse une dose de tonique avant de commencer le thé. Elle se plaignait d'être nerveuse. Le regard de Miss Marple vacilla. Vraiment? Il disait que ça la calmerait. Elle en réclamait à chaque fois qu'elle allait prendre le thé. Mais il le versait lui-même de sa petite bouteille. « Quelle conscience !» murmura Miss Marple. « Et il déteste les ragots.
Une combinaison plutôt dangereuse. Madame Harrowby serrait son châle. « Vous ne pensez pas que c'est le docteur ?» Miss Marple secoua la tête. « Non, ma chère, je ne réfléchis pas. Observe. » Et parfois, l'observation révèle ce que la pensée préfère cacher. La jeune femme baissa la tête, le léger tremblement de ses épaules trahissant à la fois soulagement et terreur. Miss Marple laissa le silence s'installer entre elles, lui laissant le temps de prendre sens. Puis, elle se leva et alla à son bureau. Le ruban bleu y reposait, ses fibres humides se raidissant en séchant. « Dites-moi, » dit-elle doucement, « est-ce que Madame Price Ridley a déjà rendu quelque chose d'emprunté ?» Madame Harrowby leva les yeux surprise. Elle dit qu'elle le faisait toujours. « Oui, » dit Miss Marple. « Comme beaucoup de ceux qui empruntent des vias, pas seulement des tasses. » Le feu siffla doucement lorsqu'une bûche se déplaça, projetant une brève pluie d'étincelles dans la cheminée. Madame Harrowby tressaille au bruit. Miss Marple la regarda avec une pitié silencieuse. « Tu ne dois pas avoir peur de la vérité, ma chère. C'est bien moins dangereux que de sauver les apparences. » Elle raccompagna la femme jusqu'à la porte, lui serrant la main avec une chaleur à la fois douce et définitive. Dehors, la pluie avait commencé, fine et froide, lavant les toits du village de son rythme régulier. Quand Miss Marple revint à sa chaise, elle remarqua la tasse de thé laissée sur sa table, encore à moitié pleine. La vapeur s'était dissipée, laissant à la surface une fine pellicule, aussi terne que de l'or terni. Elle l'observa un long moment, puis sourit faiblement. Parfois, pensait-elle, la surface vous disait tout si vous osiez regarder au-delà de votre propre reflet. Le léger sourire persistait sur les lèvres de Miss Marple lorsqu'on frappa à la porte. Le sourire était vif, officiel, et pas du tout celui qu'on attend pour être invité. Elle posa la tasse et l'ouvrit pour découvrir l'inspecteur Cray, debout, la pluie luisant sur ses épaules. Son visage exprimait ce mélange particulier de triomphe et de fatigue, réservé aux hommes qui croient avoir découvert quelque chose de décisif. « Vous me pardonnerez l'heure, Miss Marple, » dit-il en entrant, « mais j'ai pensé que vous devriez l'entendre avant que le village n'invente sa propre version. » « Je doute de pouvoir les arrêter, » dit-elle doucement. « Mais entrez, s'il vous plaît. Je trouve que la vérité est plus chaleureuse que la rumeur. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme si la vérité se trouvait peut-être quelque part près du foyer. « Nous avons eu une seconde mort, » dit-il enfin. « Le docteur. Haydock. » Miss Marple le regarda tranquillement. « Ah, » dit-elle d'un ton qui ne trahissait ni surprise ni soulagement. « Je vois. On l'a retrouvé dans son cabinet, il y a moins d'une demi-heure. Une tasse sur le bureau, encore chaude. Même odeur. Du cyanure. » L'inspecteur passa la main dans ses cheveux. On dit qu'il avait été mis à rude épreuve par les rumeurs, l'enquête et sa propre implication. Il n'aurait peut-être pas pu le supporter. Suicide, pensait-il. « Vraiment ?» dit doucement Miss Marple en tournant son regard vers la fenêtre. La pluie traçait des lignes lentes et précises sur la vitre. Un homme qui craignait le scandale plus que le péché pourrait bien préférer la mort à la dénonciation. Mais je me demande de qui il craignait la dénonciation. Cray hésita. « Tu crois que quelqu'un l'a fait taire ?»« Je pense, dit-elle, qu'à St. Mary Mead, le silence est rarement volontaire. » Il soupira en ôtant son chapeau. « Tu vas dire que je regarde encore du mauvais côté. »« Pas du tout, inspecteur. Vous regardez exactement dans la bonne direction, mais dans la mauvaise maison. » Il fronça les sourcils, mais avant qu'il puisse répondre, la cloche de l'église sonna 2 fois dans l'air humide, son son creux et las.
Cray regarda par la fenêtre. On va fouiller ses appartements. Peu hâté, il laissait un mot. Ou une preuve. Miss Marple hocha la tête. Et quand vous aurez terminé, j'aimerais beaucoup voir le contenu de sa trousse médicale. Il cligna des yeux. Pourquoi? Parce que, dit-elle, les gens portent souvent leur conscience dans le mauvais contenant. Lorsqu'il partit, la maison sembla respirer. Miss Marple tira les rideaux et s'assit un instant à la lumière de la lampe, le faible tic-tac de l'horloge de la cheminée rythmant ses pensées. 2 morts maintenant, l'une publique, l'autre privée, et toutes deux liées au thé. Ce n'était pas le poison qui la fascinait, mais la main qui avait choisi le moment, la méthode et la scène. Au matin, la nouvelle avait pris des proportions tragiques. La gouvernante du médecin racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait une drôle d'apparence. Le vicaire fit un sermon sur la tentation, et madame Bantry déclara que tout cela était une terrible affaire pour le village. Pendant ce temps, mademoiselle Marple se rendait à la poste avec son panier comme si de rien n'était. Madame Hartnell l'intercepta au coin de la rue, l'expression illuminée d'une pitié vertueuse. Quelle horreur, Miss Marple! Pauvre docteur Haydock! On dit qu'il ne supportait pas la culpabilité. Le sac à tricot de Miss Marple se balançait légèrement à ses côtés. Oh, ma chère, la culpabilité est un fardeau qu'on peut porter indéfiniment si l'on a suffisamment confiance en soi. Madame Hartnell fronça les sourcils. Vous ne pensez pas qu'il le pense? Je pense, dit gentiment Miss Marple, que la spéculation est le seul loisir qui nous reste quand notre conscience s'émousse. Elle poursuivit son chemin et s'arrêta au coin où l'agent affichait un avis concernant l'enquête. Il toucha sa casquette en rougissant. Bonjour, mademoiselle. Triste affaire. L'inspecteur dit que je dois surveiller et que vous saurez si quelque chose cloche. Comme c'est flatteur, dit-elle. Alors garde les yeux ouverts, ma chère, mais ne ferme pas l'esprit. Ils sont si rarement assortis. L'agent de police eut un sourire hésitant et se dirigea vers le cimetière. Le chemin luisait sous la pluie et l'herbe fléchissait sous son poids. Elle s'arrêta devant la tombe de madame Price Ridley, la terre fraîche et humide noircissant la pierre. Un petit bouquet de fleurs sauvages y avait été déposé. Elle était attachée avec ce qui semblait être une bande de tissu pâle. Elle se pencha. Pas un ruban de tissu, un ruban bleu. Le même bord effiloché, la même raideur humide. Elle le retourna et vit de légères taches brunes près du nœud, trop irrégulières pour être de la boue. Ses yeux se plissèrent. Quelqu'un était passé ici la nuit ou à l'aube. Quelqu'un de sentimental ou de plein de remords, peut-être. Ou peut-être simplement d'insouciance. En se redressant, elle aperçut madame Harrowby au bout du chemin, son manteau déboutonné, les cheveux ébouriffés par le vent. Leurs regards se croisèrent brièvement, avant que la jeune femme ne se retourne et ne s'enfuit vers le village. Ce n'était pas tant une fuite qu'une évasion. Le soir, Miss Marple avait préparé son thé, mais n'y avait pas touché. L'inspecteur revient, fatigué mais alerte. Vous avez raison, dit-il sans le saluer. Le médecin ne le prit pas lui-même. La dose était trop élevée, administrée par son thé. Et il brandit un papier plié dans son tiroir. Pas une confession, une ordonnance, pour une teinture tonique d'amande, la même que celle qu'il avait donnée à madame Harrowby. Miss Marple accepta le papier, l'examinant comme s'il s'agissait d'un sermon qu'elle avait déjà lu. La même dose de bonté à chaque fois, murmura-t-elle. Et pourtant, on se demande de qui il prend soin. Cray
se frotta la mâchoire. Il protégeait quelqu'un, c'était clair. Peut-être la veuve, peut-être lui-même. Protéger, répéta-t-elle. Oui. Mais la protection, inspecteur, cache souvent la possession. Une distinction subtile, mais essentielle. Il fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Miss Marple sourit faiblement. Cet amour, sous sa forme la plus officielle, peut être terriblement mortel. Cray la fixa du regard. Tu crois que tout a commencé par l'amour? Oh non, dit-elle doucement. Avec déception, le jumeau moins photogénique de l'amour. Elle se leva et posa le papier sur la table, à côté du ruban bleu. Les deux objets semblaient étrangement complices à la lumière de la lampe, symbole d'une vertu transformée en trahison. Dehors, la pluie avait cessé, laissant la soirée étrangement calme. Cray suivit son regard. « Tu as déjà vu ce ruban ?»« Oui, dit-elle. Et je crois que cela va nous apprendre quelque chose de nouveau. » Il eut un petit rire. « Vous parlez comme si les preuves étaient éloquentes. »« Uniquement à ceux qui ont appris sa langue. » L'horloge sonna le quart d'heure. Miss Marple se tourna vers la fenêtre, où le premier mince rayon de lune perçait les nuages. Son reflet la fixait, calme, vieillie, et persuadée que l'ordre de façade du village était sur le point de s'effondrer. Quelque part au-delà du verre, une porte claqua, aussi brusquement qu'un coup de feu dans la nuit. L'écho de cette porte claquée résonnait encore lorsque Miss Marple retira son châle de la chaise et se dirigea vers la fenêtre. Le village était plongé dans le silence du clair de lune, chaque maison une ombre obéissante, chaque rideau tiré comme un secret caché. Quelque part, au-delà de la verdure, une seule lampe brûlait encore, vacillant dans la brume. Le salon des Harrowby, pensa-t-elle. Leur maison était trop lumineuse pour le deuil et trop agitée pour l'innocence. Lorsque l'inspecteur Cray partit, promettant de monter la garde, Miss Marple ne se retira pas immédiatement. Elle se tenait devant son bureau, où le ruban et l'ordonnance reposaient, toujours côte à côte, tels des témoins inquiets. Le papier sentait légèrement l'amande. Le ruban portait le spectre d'une odeur plus faible, peut-être un parfum, peut-être la peur. Elle avait appris à se fier à ces détails, car ils étaient les empreintes morales que les gens laissaient derrière eux. Au matin, le village semblait presque soulagé par son propre épuisement. Les ragots, comme la grippe, s'éteignaient souvent d'eux-mêmes. L'épicier souriait trop largement. Madame Bantry déclara que tout s'expliquerait bientôt, même le vicaire parlait de pardon avec une urgence nouvelle et tremblante. Seule Miss Marple semblait inchangée, arpentant les ruelles, avec la même efficacité discrète qui l'avait toujours rendue invisible. À 11 heures, elle rend visite à Madame Harrowby. La femme de chambre, pâle et hésitante, la laissa entrer à contre-cœur. La jeune femme était assise près de la cheminée, toujours en robe de chambre, les cheveux détachés. Elle sursauta en voyant Miss Marple. « Je ne m'attendais pas à des visiteurs, » dit-elle d'une voix cassante. « C'est souvent là, » répondit doucement Miss Marple, « qu'ils font le plus de bien. » Madame Harrowby ne répondit pas. Le feu avait faibli, et la faible odeur de fumée se mêlait à une odeur plus douce, étouffant une trace familière d'amande. Sur la table se trouvait une tasse de thé à moitié vide. Le regard de Miss Marple, perçant sous son apparente douceur, l'observa. « Tu as mal dormi ?» dit-elle. « Pardonne-moi, mais tu as l'air de quelqu'un qui rêve par fragments. » Madame Harrowby émit un rire bref et irrégulier. « Les rêves sont plus sûrs que les souvenirs. »« Je ne devrais pas en être si sûre, » dit Miss Marple. « Les souvenirs ont l'avantage d'être au moins à moitié vrais. » La femme
leva soudain les yeux. « Tu crois que je l'ai tué ?» dit-elle d'un ton neutre. Miss Marple secoua la tête. « Non, ma chère. Je pense que vous savez ce que la gentillesse peut coûter. Ce n'est pas tout à fait la même chose. » Une horloge sonna dans le couloir. Le son sembla faire reculer Madame Harrowby. « Le docteur Haydock voulait me protéger. » Il disait que les rumeurs nous détruiraient tous les deux si la vérité éclatait. « Et quelle était cette vérité ?» demanda doucement Miss Marple. Qu'elle, Madame Price Ridley, lui avait écrit des lettres, des choses stupides et sentimentales. Elle voulait l'épouser après la mort de son mari. Devant son refus, elle a dit qu'elle dénonçait ses agissements inconvenants et que j'avais été sa maîtresse. Sa voix s'est brisée. Ce n'était pas vrai. Mais il pensait que les gens la croiraient. Miss Marple hocha lentement la tête. Il l'aurait fait. Les villages ont une longue mémoire et une compassion limitée. Madame Harrowby pressa son mouchoir contre sa bouche. Il m'a conseillé de ne pas m'approcher de la table à thé ce jour-là et a ajouté qu'il s'occuperait de tout. Je n'ai compris ce qu'il voulait dire qu'au moment où elle a bu. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Et après, il ne dit rien. Il me dit simplement de me taire, qu'il veillerait à ce que personne ne m'accuse. Elle croisa le regard de Miss Marple avec une soudaine clarté désespérée. « Vous devez me croire, Miss Marple. » J'ignorais ce qu'il préparait. « Je te crois, » dit doucement Miss Marple. « Mais la foi ne répare pas toujours ce que d'autres brisent en notre nom. » La jeune femme sanglota une fois, puis se figea. « Pourquoi me racontes-tu ça maintenant ?» murmura-t-elle. « Parce que le silence, » répondit Miss Marple, « est un autre poison. » Et nous avons vu ses effets. Elle se leva et ajusta son châle, d'un ton soudain vif. « J'aimerais que tu viennes prendre le thé demain après-midi. J'invite aussi l'inspecteur Cray. Je pense qu'il est temps d'arrêter de laisser la mort parler. » Lorsqu'elle quitta la maison, l'air était glacial. Un rouge-gorge perché sur le mur de l'église la regardait passer, ses plumes gonflées par le froid. Elle ressent une étrange satisfaction, celle qui vient lorsque toutes les pièces de la folie humaine commencent enfin à s'aligner. L'après-midi suivant, Miss Marple dressa la table avec une cérémonie discrète. 3 tasses, dont une légèrement plus grande que les autres. Elle plaça le ruban bleu à côté du sucrier, comme s'il s'agissait d'une décoration. La bouilloire chanta doucement. Elle entendit la porte s'ouvrir. L'inspecteur Cray entra le premier, suivi de Madame Harrowby, le visage tiré et pâle. « Vous avez tous les deux eu la gentillesse de venir, » dit Miss Marple. « C'est un peu ennuyeux, je sais, mais j'ai pensé qu'un peu de civilité rendrait les choses plus supportables. » Cray était assis maladroitement, les yeux rivés sur les tasses. « Tu as dit que tu avais quelque chose à me montrer ?» En effet, Miss Marple versa le thé avec précaution, la main ferme. « Vous remarquerez, inspecteur, que toutes les tasses sont identiques, sauf une. Celle-ci indiquait que la plus grande provenait du service du presbytère. Celle de Madame Price Ridley, vous vous en souvenez. Elle présente un défaut sous le vernis, invisible à moins de la tenir à la lumière. » Cray se pencha en avant, pliant les yeux. « C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Cela explique pourquoi elle seule a reçu la coupe empoisonnée. Le défaut contenait une trace de la teinture que le docteur Haydock utilisait, inoffensive en soi, jusqu'à ce qu'elle soit mélangée à la solution sucrée qu'il privilégie pour le bien-être de ses patients. Il était prudent, mais pas suffisamment. Lorsque Madame Harrowby verse du second pot, les deux se mélangèrent. Cray expire. « Un accident alors ?»« Pas tout à fait, » dit doucement Miss Marple.
Il devait savoir ce qui allait arriver. Il avait la science et le mobile. La main de Madame Harrowby tremblait sur sa soucoupe. « Puis il l'a tué pour me protéger ?»« Pour protéger sa réputation, » corrigea Miss Marple. « Et peut-être aussi pour vous protéger. On confond souvent ces deux hommes d'orgueil. » L'inspecteur fixait sa tasse. « Et sa propre mort ?» Miss Marple croisa les mains. « Une deuxième erreur, je crois. Certains poisons sont plus faciles à mesurer pour les autres que pour soi-même. » Un silence s'installa. Dehors, une brise agitait les rideaux, apportant avec elle un léger parfum de pluie et de terre. Miss Marple attrapa le ruban bleu et le fit tournoyer doucement. « Les apparences, murmura-t-elle, peuvent être bienveillantes. Elles recouvrent tout, de la vanité à la vengeance. » Aucun de ses invités ne parla. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour partir, Madame Harrowby s'arrêta à la porte, le regard creux mais reconnaissant. Miss Marple sourit faiblement, les suivant du regard, jusqu'à ce que le portail se referme derrière eux. Puis, elle retourna à la table, au thé rafraîchissant et aux chaises vides. Le ruban était toujours là où elle l'avait posé, brillant sur la nappe blanche. Elle en traça le bord effiloché du doigt et songea à la faible différence, finalement, entre décoration et déguisement. La pièce était plongée dans un silence absolu après leur départ, laissant Miss Marple seule avec le léger tic-tac de l'horloge et l'odeur du thé trop infusé. Elle resta assise, les yeux rivés sur le ruban qui brillait faiblement à la lumière de la lampe. Sa couleur semblait presque trop vive maintenant, le bleu de la prétention plutôt que de la foi. Le tissu conservait le souvenir comme une conscience conserve le regret. Dehors, le chemin était désert. La bruine était revenue douce, persistante, purificatrice en théorie, mais jamais effective. Miss Marple se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda les silhouettes des Harrowby s'éloigner le long de l'étroit sentier. Ils marchaient sans se toucher, séparés non par la distance, mais par le silence. Derrière eux, l'ombre de l'inspecteur Cray s'attarda au portail, puis retourna vers le village. La nuit les enveloppait tous, comme si St. Mary Mead se fermait les yeux sur elle-même. Miss Marple éteignit la lampe et reprit sa place, les mains posées sur ses genoux. Ses pensées, toujours ordonnées, commencèrent à s'organiser. Le motif était là, délicat mais indéniable. Pourtant, elle hésita, car les schémas de conduite humaine étaient rarement sans revers. Parfois, la broderie morale cachait un autre motif. Elle se leva avant l'aube. À 6 heures, elle était au presbytère, où la femme de chambre resta bouche bée de la voir si tôt. « Le vicaire est en prière, mademoiselle, » balbutia la jeune fille. « Dois-je aller le chercher ?»« Ce ne sera pas nécessaire, » dit Miss Marple. « Je suis seulement venue chercher la vaisselle empruntée au thé de l'église. J'aimerais la rendre propre. Le désordre dans les petites choses facilite les grands péchés, tu ne crois pas ?» La servante, incertaine de la théologie, alla chercher le coffret. Miss Marple examina les tasses et remarqua à nouveau le léger défaut dans le vernis de l'une d'elles. Celle-ci reflétait la lumière d'un léger scintillement impie. Elle l'enveloppa séparément et emporta le coffret chez elle, où elle déposa la tasse défectueuse sur sa table, à côté du ruban. Les deux ensemble ressemblaient étrangement à des reliques cérémonielles, comme des reliques d'un saint domestique dont les miracles avaient terriblement mal tourné. À 10 heures, l'inspecteur Cray arrive sans prévenir. Son visage avait vieilli pendant la nuit. « Vous avez été très occupé, paraît-il, » dit-il. « La femme de Harrowby est partie chez sa sœur. On ne peut pas lui en vouloir. »
Tout le village est à ses trousses. » « Ah, » dit Miss Marple en servant du thé. « Et les affaires du docteur ?» Cray soupira. Nous fouillâmes à nouveau son bureau. Nous y trouvâmes plus de lettres que prévu. D'elle, certes, mais aussi d'autres. Elle maintenait la moitié du village dans une dette morale, semble-t-il. Un chantage à versements échelonnés. Surtout de l'argent, parfois du silence. « Silence », murmura Miss Marple. « La monnaie la plus précieuse de toutes. » Cray l'observait. « Tu le savais, n'est-ce pas ?»« Je m'en doutais. » Madame Price Ridley était le genre de femme qui appelait sa cruauté principe et sa cupidité économie. J'ai souvent rencontré ce genre de personnes, des gens qui ruinent les autres sous couvert de vertu. Ils ne comprennent jamais que la supériorité morale n'est qu'un piètre déguisement pour l'envie. Il était assis lourdement. Haydock savait donc qu'elle l'avait fait chanter. Et les Harrowby étaient les suivants. Miss Marple inclina la tête. Elle avait déjà écrit les lettres. Il en trouva peut-être une. De quoi le désespérer. Cray se frotta les tempes. « On va dire que c'est réglé alors. 2 morts, l'un pour la victime, l'autre pour le tueur. » Les yeux de Miss Marple, brillants et perçants, étaient fixés sur lui. « Ne vous précipitez pas pour conclure, inspecteur. Les villages détestent les histoires inachevées. Ils écriront leur propre fin si vous ne leur en fournissez pas une. Mais je préfère que la vérité reste imparfaite plutôt que le mensonge paraisse bien net. » Il fronça les sourcils. « Tu crois qu'il y a autre chose ?»« Je crois, » dit-elle doucement, « que lorsqu'un homme meurt de sa propre mort, c'est parfois la main d'un autre qui guide la coupe. » Cray parut surpris. « Tu veux dire qu'elle l'a aidé ?» Miss Marple sourit faiblement. « Aider est un mot si généreux. Disons qu'elle laissait les choses suivre leur cours naturel. Après tout, la teinture lui appartenait. La dose du médecin, celle qu'il avait préparée pour ses nerfs, aurait largement suffi si quelqu'un la remplaçait discrètement. Le regard de Cray se durcit. Encore Madame Harrowby? Qui d'autre avait à la fois accès à ces informations et motivations, et la gratitude se transformait lentement en dégoût. Elle apprit ce qu'il avait fait pour la protéger. La révélation dut la frapper comme une confession à la grand-messe, choquante, libératrice et tout à fait invivable. L'inspectrice se leva brusquement. « Il faudra l'interroger à nouveau. »« Je doute que vous la trouviez chez sa sœur, » dit Miss Marple, d'un ton toujours aussi doux. « La culpabilité suit rarement une ligne droite. Elle préfère les cercles, vous savez, surtout les petits cercles clos, comme notre cher village. » Cray hésita à la porte. « On dirait que tu la plains. »« Oh, je le fais, » dit-elle. « Je plains tous ceux qui confondent respectabilité et bonté. C'est la plus tragique des erreurs humaines. » Après son départ, Miss Marple resta assise en silence. La lumière du matin était devenue plus forte, plus cruelle. Elle révélait chaque grain de poussière, chaque petite imperfection, cette lumière que la vérité affectionnait. Elle regarda de nouveau la tasse de thé, défectueuse. Une fine fissure était apparue près de sa base, telle une confession discrète à travers la porcelaine. Lorsqu'elle la souleva, elle fredonna faiblement sous son toucher, une musique fragile d'avertissement. En fin d'après-midi, le calme du village semblait presque revenu. Les magasins ouverts, les rumeurs passaient de la tragédie aux banalités. Seule la femme du pasteur, venue rendre visite à Miss Marple pour une petite conversation réconfortante, parlait encore à voix basse. Terrible Jane, tout cela. Pourtant, il ne faut pas oublier que les bonnes personnes souffrent aussi. Peut-être Madame Harrowby trouvera-t-elle le pardon. Le sourire de Miss Marple
était doux mais las. « Le pardon, ma chère, n'est utile que si l'on survit assez longtemps pour l'accorder. » La femme cligna des yeux, confuse, mais Miss Marple s'était déjà levée pour tirer les rideaux contre le soleil couchant. La vitre reflétait son image, petite, immobile et sans particularité. Seuls ses yeux trahissaient un mouvement, suivant un rythme lointain que le monde environnant ne pouvait encore entendre. Dehors, la cloche du soir commençait à sonner lentement. Quelque part, au-delà du cimetière, une roue de vélo tourna sur le gravier, puis s'immobilisa. Miss Marple leva légèrement la tête, écoutant. Le léger crissement de la roue de bicyclette à l'extérieur ne cessa pas, mais changea de rythme incertain, métal contre gravier, puis silence. Miss Marple resta immobile, à l'écoute. La bouilloire sur la plaque de cuisson siffla doucement, sa vapeur s'élevant comme une question restée sans réponse. Elle attendit un autre battement de cœur, puis souleva son châle et se dirigea vers la porte. Le crépuscule s'était dissipé en cette heure étrange, entre visibilité et dissimulation. Au bord de son portail se trouvait la bicyclette de Madame Harrowby, appuyée contre la clôture comme si elle était arrivée seule. Le regard de Mademoiselle Marple scruta le chemin au-delà d'une silhouette pâle, debout près de la haie, légèrement tremblante, le visage à moitié caché par la brume grise. Madame Harrowby s'avança avec une hésitation enfantine, d'une voix faible mais déterminée. « Je ne pouvais pas rester loin, » dit-elle. « Je croyais avoir tout laissé derrière moi, mais ça me suit partout. Il fallait que je parle. »« Alors entre, ma chère, » dit Miss Marple. « La vérité préfère toujours la compagnie. » Madame Harrowby obéit. Ses gants étaient humides, ses cheveux défaits. Elle serrait quelque chose dans une main, une lettre froissée et brouillée par la pluie. Miss Marple la guida jusqu'au feu, alluma une lampe et attendit. « Il l'a écrite avant de mourir, » murmura la femme en lui tendant la lettre. « Docteur Haydock. Elle m'attendait à la poste. Il avait dit qu'il arrangerait les choses. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a fait qu'empirer les choses. » Miss Marple déplia la page avec soin. L'écriture était ferme, précise, celle d'un homme, habitué à la prescription et à la retenue. Le message était bref. « Pardonne-moi. Je l'ai fait pour te protéger. Je ne voulais pas te faire de mal. Ils croient ce qu'ils veulent, mais je ne peux pas la laisser te détruire comme elle m'a détruite. La vérité est dans la coupe. » Miss Marple le lut 2 fois, l'air calme. « Une formulation étrange, » murmura-t-elle. « Les hommes comprennent si rarement que la vérité, comme le thé, dépend entièrement de la façon dont il est infusé. » Madame Harrowby se couvre le visage. Il se prenait pour un martyr. Et maintenant, tout le monde pense que je l'ai aidé. L'inspecteur viendra, n'est-ce pas? Il le fera, dit doucement Miss Marple. Mais il ne trouvera que ce que vous déciderez de lui montrer. La jeune femme leva brusquement les yeux. Tu veux dire que je devrais mentir? Non, ma chère. Seul ce silence, sagement utilisé, est une forme de vérité que le monde peut assimiler. Le feu crépita, projetant des étincelles dans l'air. Le regard de Madame Harrowby les suivit comme celui d'une pénitente, regardant ses péchés s'amplifier. « Je voulais le haïr, » dit-elle doucement. « Mais je ne peux pas. Il a tout gâché et je ne peux toujours pas. » « C'est le problème avec l'affection respectable, » répondit Miss Marple. Elle obéit au devoir bien après que l'amour a renoncé. Elle replia la lettre et la lui rendit. « Garde-la, si tu veux. Elle te réconfortera, mais peut-être pas comme tu l'espères. » On frappa alors à la porte, doucement mais sûrement. Miss Marple ouvrit et trouva l'inspecteur Cray debout, son manteau trempé, le regard alerte.
Bonsoir, mademoiselle, dit-il en entrant. Madame Harrowby, je pensais vous trouver ici. La femme se raidit. Je t'ai dit tout ce que je savais. Cray hocha la tête. Je ne suis pas là pour vous accuser. Nous avons trouvé quelque chose. Nouveau témoignage de la femme de ménage. Elle jure vous avoir vu quitter la maison du médecin hier soir. Je suis allé chercher des médicaments, dit rapidement madame Harrowby. Il ne m'en avait pas donné. J'ai frappé, mais il n'a pas répondu. La porte était ouverte. Alors j'ai... La voix calme et basse de Miss Marple trahit sa panique. Vous êtes donc entré, l'avez trouvé à son bureau et avez cru qu'il dormait. Vous avez posé la tasse sans la toucher, puis vous vous êtes enfui, le silence semblant plus sûr que les questions. Oui, cela expliquerait tout parfaitement. Cray se tourna vers elle. Tu as l'air très sûr de toi. Je suis sûr de la faiblesse humaine, inspecteur. C'est la seule chose qui se comporte de manière cohérente. Il expira, mi-frustré, mi-admiratif. Tu me le diras la prochaine fois que l'affaire sera classée. Oh non, dit-elle. Elle est juste pliée soigneusement, comme une serviette après le thé. Mais il y a encore un coin taché. Il fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Miss Marple regarda madame Harrowby qui fixait le feu. Quelqu'un d'autre avait touché cette tasse. Avant elle, quelqu'un qui considérait la vertu comme un bouclier contre les conséquences. J'imagine que vous trouverez des traces d'arsenic dans l'armoire à pharmacie de madame Price Ridley. Le cyanure est peut-être arrivé plus tard, mais c'est là que l'intention est née. Elle s'est dosée pendant des mois, à petite dose, à titre expérimental, jusqu'à ce qu'elle se trompe de dosage. Cray cligna des yeux. Tu veux dire qu'elle s'est empoisonnée? Par inadvertance, dit Miss Marple. Curiosité et malice, deux formes mortelles de vanité. Le médecin en reconnut les symptômes trop tard. Lorsqu'il tenta d'étouffer le scandale, sa culpabilité le poussa à la folie, et la folie mena à sa perte. Cray se frotta le front, vaincu. Ainsi tout commença avec elle, et se termina avec eux. Un cercle, comme tu l'as dit. Exactement, dit Miss Marple. Le village finit par se refermer. C'est toujours le cas. Mais les cercles n'ont pas d'angle, inspecteur. Rien sur quoi la vérité puisse s'accrocher. Madame Harrowby poussa un soupir tremblant. Et puis, c'est fini? Pour les vivants, peut-être, répondit Miss Marple. Pour les morts, on imagine que c'est plus compliqué. Cray ramassa son chapeau, réticent mais soulagé. Vous allez rendre mon rapport superflu, mademoiselle. Je l'espère, dit-elle doucement. Les rapports servent de preuve. La compréhension appartient à d'autres. Lorsqu'ils furent repartis, Miss Marple resta près du foyer, le ruban et la tasse devant elle. La lumière de la lampe reflétait sur leur surface l'éclat de l'innocence domestique, l'éclat des objets trop souvent polis pour cacher leurs fissures. Elle prit la tasse défectueuse dans ses mains et la fit tourner lentement. Les apparences, murmura-t-elle, sont toujours plus propres quand la tache se trouve en dessous. Dehors, la pluie cessa enfin, laissant l'air pur et pur. La cloche de l'église sonna 8 heures, aussi calme que sa conscience. Miss Marple souffla la lampe, joignit les mains et s'assit dans l'obscurité, écoutant le silence qui suivit la confession. Le village de St. Mary Mead reprend son rythme habituel, comme si rien ne l'avait perturbé. Les magasins ouvraient à l'heure, les cloches de l'église sonnaient à intervalles réguliers, et l'odeur du pain frais se mêlait à la légère humidité qui imprégnait les ruelles. Pourtant, sous le calme, de subtiles secousses persistaient, un regard retenu trop longtemps, un murmure à moitié étouffé,
une tasse de thé laissée visiblement intacte sur la table de la cuisine. Miss Marple, observant depuis sa fenêtre, observait chacun d'eux avec une attention discrète, l'air posé mais alerte, comme consciente des courants sous-jacents qui couraient encore sous la surface. Madame Harrowby est revenue de chez sa sœur, pâle mais apaisée par le temps et la réflexion. Elle avançait avec précaution, comme si chaque pas pouvait attirer l'attention. Miss Marple l'avait invitée à prendre le thé, un geste à la fois protecteur et délibéré. La pièce était silencieuse, les tasses remplies, le ruban bleu soigneusement posé sur le sucrier. C'était une démonstration de civilité, une forme de préservation des apparences, même si les deux femmes savaient pertinemment les vérités délicates qu'elles dissimulaient. « Tu as meilleure mine », dit doucement Miss Marple en versant le thé. « Mais ce n'est que ce que voient les yeux, pas ce que ressent le cœur. » Madame Harrowby remuait lentement sa tasse. « C'est plus facile maintenant, Jane. Je sais ce qui s'est passé et pourquoi. Le rapport de l'inspecteur m'a blanchi. Il a dit que le médecin avait agi seul. »« Agir seul », répéta Miss Marple, mais guidé par des intentions qu'il ne comprenait pas pleinement. « Voilà, ma chère, la culpabilité la plus lourde. » Ils sirotent en silence, écoutant le léger tic-tac de l'horloge de la cheminée et le doux claquement de la pluie sur la vitre. Dehors, la vie continuait. Les enfants couraient dans la verdure, leur rire léger et insouciant. Le garçon épicier portait des paniers de pommes au presbytère, et le facteur distribuait les lettres, avec la joie méthodique de quelqu'un habitué à la routine. Pendant ce temps, Miss Marple méditait sur la géométrie morale du village, l'imbrication des intentions, des accidents et des circonstances qui avaient produit les calamités des jours passés. Dans l'après-midi, la nouvelle des circonstances exactes de la mort de Madame Price Ridley et de l'erreur de jugement du docteur Haydock s'était répandue. Le village l'accueillit avec ce mélange étrange de fascination et de soulagement qui accompagne la résolution d'un scandale. Certains murmuraient que les Harrowby avaient été victimes des circonstances, d'autres murmuraient sur les dangers du secret, les dangers de l'orgueil. Miss Marple, cependant, resta concentrée non sur les ragots, mais sur les leçons plus discrètes, comment les apparences peuvent être manipulées, comment la peur se fait passer pour de la discrétion, et comment l'orgueil humain interprète souvent la gentillesse, à tort et à travers, pour de la vulnérabilité. À l'église, le recteur célébra une petite cérémonie en mémoire du docteur Haydock, à laquelle assistèrent quelques résidents désireux d'exprimer leurs regrets et leur gratitude. Madame Harrowby s'attardait au fond, les mains jointes, les yeux rivés au sol. Mademoiselle Marple l'observa, notant le mélange de soulagement et de tristesse dans son attitude, la persistance du chagrin malgré la dissipation des soupçons. C'était la preuve d'un poids de conscience lent et persistant. Plus tard, dans le calme de son cottage, Miss Marple disposa les tasses de thé restantes sur la table, chacune lavée et polie. La tasse défectueuse reposait au centre, témoin silencieux des erreurs et des vertus humaines révélées. Elle déposa le ruban bleu à côté, soigneusement plié, comme pour marquer le chapitre clos, mais resté vivace dans la mémoire. Elle se sert une tasse de thé, laissant la vapeur s'élever, emportant avec elle le parfum d'une paisible réflexion. La porte s'ouvrit et Madame Harrowby entra sans prévenir. « Je voulais vous remercier, » dit-elle doucement, « pour votre compréhension, pour avoir vu plus loin que les autres. » Miss Marple hocha la tête.
La compréhension est rarement récompensée, ma chère. Mais c'est le travail qu'il faut accomplir, quoi qu'il arrive. C'est ce qui permet aux vivants de continuer à vivre sans sombrer sous le poids de ce qu'ils ont enduré. Ils étaient assis ensemble dans un silence complice, le léger tic-tac de l'horloge rythmant leurs pensées. Dehors, le village se préparait pour le soir. Les enfants appelaient depuis les espaces verts et les lampadaires scintillaient dans les ruelles. Miss Marple pensait aux rubans bleus, à la coupe défectueuse et aux fils invisibles qui les reliaient, des fils tissés par la peur, l'intention et les accidents silencieux de la nature humaine. À la tombée de la nuit, elle songea à l'étrange équilibre de St. Mary Mead. Le village parlerait à voix basse pendant quelques jours encore, peut-être plus longtemps, des événements qui s'étaient produits. Pourtant, la vie quotidienne, aussi résistante que le lierre sur un mur de pierre, reprendrait son cours. Les gens reprennent leurs querelles polies, leurs alliances délicates, leurs jugements silencieux. Et au fond de chacun d'eux, une entente ou un malentendu personnel persiste, colorant chaque regard, chaque geste, chaque coupe empruntée. Miss Marple sirota son thé et laissa son regard se poser sur la tasse au centre de la table. Elle était à moitié pleine, reflétant la lumière de la lampe et le poids silencieux de sa conscience. Elle sourit faiblement, consciente qu'en fin de compte, la clarté morale n'est pas toujours criarde, elle ne s'annonce pas. Elle réside dans l'observation, dans la subtilité, dans la connaissance de ce qui est caché et de ce qui perdure sous la surface. La pluie avait cessé. Dehors, une légère brise faisait bruisser les arbres, apportant avec elle le léger parfum de la terre humide et des fleurs lointaines. Le village reposait paisiblement, inchangé en apparence, mais à jamais transformé, d'une manière que seuls ceux qui observaient attentivement pouvaient percevoir. Miss Marple, tricotant sur sa chaise, ressentait la satisfaction tranquille de voir un modèle se révéler, de savoir que la folie comme la vertu humaine avaient trouvé leur place dans le récit qui se déroulait. Et tandis que les dernières lueurs du soir s'atténuent sur la verdure, elle ferma brièvement les yeux, laissant les observations du jour se poser. Elle était certaine, comme toujours, que le village continuerait de vivre, de murmurer, de juger, et qu'en fin de compte, seul un témoin attentif pourrait discerner la vérité sous les apparences.